tout le monde dit, on sait pas si ce sera une petite révolution ou une méga révolution, mais on sait que dans moins de 10 ans, parce que c'est d'ici à 2030, on sait qu'il y aura une révolution. Ils disent, on sait pas chez qui elle sera, chez les bonds, donc dans les banques, sur les titres financiers traditionnels, sur l'immobilier ou sur du stablecoin, la monnaie tokenisée, mais on sait qu'il y aura une révolution. T'as les banques qui s'intéressent à ce sujet-là, donc tu vois, par exemple, Société Générale, ils ont fait des bonds, ils ont mis des bonds immobiliers en collatéral. Enfin, tu vois, ils ont vraiment avancé sur ce sujet-là. En parallèle, tu vas à ta SG en bas de chez toi, tu commences de leur parler de crypto, c'est toujours aussi compliqué. La France, elle a une position assez simple là-dessus. Elle dit, si demain vous avez des obligations immobilières dans un token et que vous les échangez sur la blockchain, elles sont considérées comme des obligations immobilières. C'est une DeFi où tu vas devoir être KYC parce que, par exemple, tu peux pas vendre des tokens immobiliers en ligne à des gens qui n'ont pas KYC, tu vois. Et si quelqu'un vous vend un token immobilier en ligne, vous n'avez pas besoin de KYC, c'est qu'il n'y a sûrement pas d'immobilier derrière. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle discussion vidéo, cette fois-ci avec Florian. Hello Florian. Salut, ça va? Bah écoute, ça va. On a un marché qui est enfin de retour dans le vert. Pour combien de temps, je sais pas. J'espère que d'ici la publication de l'interview, on sera toujours dans le vert. Et qu'on aura un beau bull market devant nous sur les prochains mois, prochaines années. En tout cas, on croise les doigts. Et je suis très content de te recevoir parce que voilà, il y a une narrative à laquelle je m'intéresse de plus en plus, à savoir les Real World Assets, les RWA, plus communément appelés comme ça directement sur Twitter. Et voilà, on avait déjà fait une petite vidéo, une petite discussion ensemble il y a à peu près 1 an sur la chaîne. D'ailleurs, tu étais un de mes premiers invités, donc franchement merci d'avoir joué le jeu aussitôt sur la chaîne parce que voilà, depuis il y a eu vraiment du gros qui est passé, et donc le fait que aussi tu vouches à ce niveau-là pour les podcasts, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur les Real World Assets, comment ça évolue. On l'avait un petit peu évoqué la dernière fois. J'avais regardé un petit peu, j'avais re-regardé l'interview et je m'étais rendu compte qu'on en avait parlé, mais plus brièvement que ce que je pensais. Et donc, avec tout ce qui se développe, tout ce qui se dit sur Twitter et le marché qui reprend un petit peu du poil de la bête, je me dis que ça pourrait être bien de faire une grosse vidéo, un gros condensé de ce que c'est les Real World Assets et de comment ça s'applique et de toi, ce que tu fais justement un petit peu dans cette économie de la tokenisation. Donc, peut-être pour reprendre un petit peu tout simplement aux bases, qui es-tu, que fais-tu et qu'est-ce qui a changé depuis notre dernière interview, parce que je pense que tu as fait pas mal de choses en cours de route. Merci Léo, super intro. Et bravo aussi pour le chemin parcouru depuis 1 an. On s'en parlait un peu en off juste avant. Moi, je suis fan de découvrir les gens, la vie des gens qui réussissent. Un peu tout ce qu'il y a derrière, c'est jamais facile. Il y a toujours plein de réflexions qu'on comprend pas. Et avoir des interviews un peu longues de ces gens-là, c'est toujours un bon moyen d'apprendre. Pour me présenter assez rapidement, et je pense que je vais me présenter bien différemment de la dernière fois parce que nouvelle vie, nouveau discours. Moi, j'ai fait nouvelle coupe de cheveux également. Tout Nouvelle change. ville, enfin, tout de nouveau. J'ai fait de l'immobilier principalement à Paris pendant 7-8 ans avant de. Alors j'ai fait plein de métiers, hein. J'étais directeur d'incubateur, j'ai fait de l'invest, j'ai eu ma start-up dans la construction, enfin il y a plein de sujets. Et à la faveur du dernier bull run, effectivement, j'étais passé en full time sur le sujet parce que avec des amis, on était plein dedans, on avait monté une communauté, on était sur des sujets crypto assez traditionnels, sur des sujets, on avait beaucoup bossé sur le métaverse. Enfin, on avait profité du bull run comme on pouvait. Et à la fin de ce sujet-là, j'avais quand même envie de réunir mes deux passions qui étaient et la blockchain et l'immobilier. Donc j'avais écrit un rapport qui s'appelait IMO 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto, où j'essayais de mettre en avant qu'est-ce qui se passe en fait si on veut essayer de faire de la blockchain dans l'immobilier, de l'immobilier dans la blockchain. Et il y avait plein de sujets qui étaient sortis. On avait parlé d'acheter des bitcoins en crypto-monnaie, on avait parlé de faire des DAO d'investissement dans l'immobilier, d'utiliser NFT pour faire de la gestion. Et en fait, le marché s'est occupé de la hype pour moi. Et sur la dernière année et demie, il y a un seul sujet qui a popé, mais par contre, il a popé très fort, c'est celui de la tokenisation immobilière. Alors nous, quand on s'est rencontrés, j'étais sur un modèle où j'étais seul et j'avais la volonté d'être un peu la personne qui donne de l'information gratuitement sur le sujet. Donc je faisais évidemment beaucoup de conseils auprès d'entreprises de l'immobilier traditionnel. Je m'étais un peu éloigné de l'écosystème crypto assez naturellement et parce qu'on était aussi au début du bear. Enfin voilà, il y a eu plein de sujets. Et en fait, assez naturellement, j'étais sur du conseil auprès des grands groupes
Et à cette époque-là, tu vois, c'était quand même bien différent parce que on était sur un conseil prospectif. C'est-à-dire qu'il y avait des patrons qui venaient me voir, de gars qui ont C'est de la quelques, curiosité. ouais, quelques dizaines de millions sous gestion, une centaine d'employés. Ils viennent me voir et me disent, bon, il y a ce truc qui passe, on en a entendu parler, j'ai bien aimé votre rapport. Allez, venez m'expliquer, venez faire une conf chez moi pour qu'on en discute. Venez voir un peu mes équipes. Il y a eu ce truc-là et au même moment, c'était assez marrant parce que moi, je retrouvais un peu l'effet galvanisateur de la crypto. Il y avait une super hype autour de la tokenisation immobilière auprès du grand public. Ça marchait bien sur Twitter, ça marchait bien sur LinkedIn. Et tu vois, c'était super galvanisateur. L'immobilier allait bien, en fait. La crypto s'est cassé la gueule avant l'IMO. Et donc, tout le monde se disait, OK, en fait, il y a un switch de la crypto vers l'IMO. Donc ça, c'était super. Et en fait, ça n'a pas duré de plusieurs façons. La première, c'est que très vite, je suis tombé sur des gens qui voulaient aller plus loin que de la découverte et d'avoir de l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils voulaient du concret. Ils se disaient comment est-ce que je lance une boîte dans l'écosystème. Et et de l'autre côté, l'immobilier aussi a un peu perdu de sa brillance, de son intérêt. Avec les taux, peut-être. Ouais, c'est venu avec les taux, c'est venu avec un cycle traditionnel, voilà, qui était voué. Tu vois, il y a des deals, le deal Altarea Primonial l'année dernière, il a échoué parce que Taravella disait, bon, de toute façon, on a 3 à 4 ans difficiles qui nous attendent. Eh ben, c'est arrivé, tout le monde le savait, tout le monde le disait, c'est arrivé, les taux sont remontés et on n'a plus de transactions immobilières aujourd'hui. Donc tout ça, ça a quand même pas mal chamboulé le marché. Il y a une hype sur la tokenisation de l'immobilier auprès du grand public. Il faut pas se le cacher. Elle a en quelque sorte disparu, quoi. Aujourd'hui, tu parles de tokenisation immobilière sur Twitter. Ah, t'as 20 pauvres likes qui se courent après. En revanche, il y a un truc qui s'est passé. C'est que les professionnels de l'immobilier ils se sont rendus compte que ce qu'on racontait sur l'immo tokenisé il y a 2 ans, c'était pas du flan et ça pouvait vraiment changer leur business model. Et en fait, c'est toujours pareil. Une industrie, quand elle va bien, elle a du mal à se réinventer. En fait, quand tu vas avoir un patron de l'immobilier en plein bull run immo, tu lui dis, bah, en fait, tu vas devoir investir dans un truc qui est incertain, qui te fait dépenser de l'argent, qui te fait dépenser du temps, qui te fait dépenser de l'intellect pour essayer d'aller comprendre un nouveau modèle. Et tout ça, avec tout ça, c'est même pas sûr que tu gagnes plus d'argent qu'avant. Mais les gars, ils te regardent, ils disent, non, non, La flemme. ouais, continue de faire des conférences, ça va très bien, mec. Et en fait, le truc, c'est que, euh, aujourd'hui, on n'est plus dans ce moment-là. Moi, j'appelle ça l'innovation du pied du mur. Les gars, ils sont au pied du mur. Ils ont plein d'alternatives, plein de possibilités. Et en ce moment, bah, ils reçoivent tout le monde, quoi. Ils reçoivent tous ceux qui arrivent en disant j'ai des solutions. Et le sujet de la tokenisation immobilière, alors après, c'est aussi un sujet réel world asset parce il y a un fond de crise économique qui est assez intéressant, donc on veut faire des économies partout. Mais la tokenisation immobilière, a de plus en plus d'acteurs jusqu'à aujourd'hui faire à peu près consensus. C'est-à-dire que il y a plus grand monde qui se bat contre la tokenisation immobilière maintenant. Dans l'immobilier traditionnel, tout le monde est en train de dire, OK, ça va arriver. Il y en a qui disent, ça va arriver dans 3 ans, d'autres dans 15 ans. Mais il y a à peu près tout le monde qui dit, OK, ça va arriver. Et C'est la c'est un direction, envi- quoi. ouais, voilà, c'est un environnement de travail qui est plus agréable parce que, OK, il y a moins de hype auprès du grand public. En Il y a plus revanche, de moi maintenant, doute. ouais, je bosse avec des gens qui sont convaincus que ça va arriver. Et donc, notre business model, il a aussi changé. Moi, je suis passé d'un business model où je faisais plutôt des posts LinkedIn et une newsletter et des conférences à un business model où aujourd'hui, nous, on a, et je dis nous maintenant parce que du coup, on a des devs. Chez Tokenland, on fait deux choses. La première, c'est qu'on a une plateforme de tokenisation, enfin, on crée des plateformes de tokenisation pour des petits promoteurs, des petites foncières, des start-upers, des high net worth individuals qui ont envie de se lancer dans la tokenisation immobilière. Donc, nous, on leur crée la plateforme de A à Z avec la technique, le juridique, même un peu de branding. Ce qu'on leur fait pas, c'est le marketing et l'immobilier. Tu vois, on les laisse quand même bosser un peu sur les trucs majeurs. Et, euh, et donc on leur fait tout ça et derrière ils ont avec la propriété intellectuelle, etc., leur propre plateforme de tokenisation et donc ils peuvent lancer une startup, un nouveau produit sur de la tokenisation immobilière. De l'autre côté, notre second job, c'est de faire de la R&D avec des grands groupes IMO qui ont beaucoup plus d'argent, qui ont beaucoup plus de latitude de travail, qui ont beaucoup plus d'ambition. Et en gros, on développe des plateformes sur mesure. Pas forcément de tokenisation immobilière pure, mais en tout cas des plateformes sur mesure qui lient blockchain et immobilier
Je peux pas trop vous en parler aujourd'hui parce que c'est encore tout en construction. En En sous-marin, ouais. revanche, ouais, voilà. En revanche, sur des plateformes qui sont sorties, nous on a un exemple. Alors je sais pas quand sortira la vidéo, mais nous la semaine dernière, on a une de nos plateformes qui est sortie qui s'appelle OPCAP, opcap.fr. Et ça, c'est exactement sorti sur le modèle dont je te parlais tout à l'heure. Et on est super fiers parce que il y avait plein de défis juridiques. C'est-à-dire que quand je suis venu l'année dernière, il y avait plein de défis devant moi et je me disais, bon, comment on va faire pour que ça se développe T'avais des vraiment? étoiles dans les yeux, mais tu savais pas comment t'y prendre, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et Pas là, depuis, tu totalement. vois, il y a 15 boîtes d'immobilier fractionné qui se sont lancées. Il y a 4-5 boîtes d'immobilier tokenisé qui se sont lancées. Nous, on a fait un partenariat avec un gros cap d'avocats parisien qui s'appelle DNA Partners, où on a rendu open source un modèle de tokenisation immobilière. Donc, tout le monde peut s'en emparer. Maintenant, voilà, il y a plus de barrière à l'entrée. Tu vois, un gars qui comprend pas la tokenisation immobilière, maintenant, il a en français même toutes les cartes en main pour en faire. Et c'est un peu, voilà, j'ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment ce qui s'est passé sur un an. Il y a eu une transformation de Tokenland de ce qui était plutôt un média à une boîte de dev, quoi, tout simplement. Moi, je tenais à te féliciter parce que je trouve que tu as été assez visionnaire sur le coup. Alors, je pense que évidemment, le marché, en tout cas, le fait qu'il soit un peu plus pieux, enfin, dos au mur, comme tu l'expliquais, fait que peut-être ils ont dû s'emparer du sujet plus rapidement. Mais comme je le disais juste avant, je tiens à te féliciter pour ça parce que au moment où tu m'en as parlé l'année dernière, j'étais quand même un peu plus dubitatif, tu vois. Ouais, C'est-à-dire normal. que on parlait de choses qui étaient pas encore concrètes et moi j'aime le concret. J'aime pouvoir ok mettre la main dans les trucs, tester, dire ok ça marche. C'est pas juste du flan qu'on me vend et on espère que ça deviendra ça et puis c'est magique et puis voilà investissez. Parce que c'est un petit peu ça qu'on nous a vendu la plupart du temps en crypto, c'est des promesses plutôt que des réalités. Et donc, le fait que ça se concrétise, etc., et que tu puisses en profiter, moi, déjà, je trouve ça super cool. Et j'ai l'impression que les gens, maintenant, ont tendance à sous-estimer, d'une certaine manière, cette narrative, dans le sens où je pense que des gens dans l'immobilier, comme toi ou comme certains de tes clients, perçoivent, en fait, la valeur que ça apporte, etc. Mais pour les personnes peut-être qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils n'ont pas conscience à quel point cette narrative est en train de se développer, à quel point ce secteur-là est en train de prendre de l'ampleur. Juste pour donner quelques chiffres que j'ai eu directement via le rapport de Binance à ce sujet-là, Ouais. il y a un peu plus de 600 millions de dollars d'investisseurs crypto qui ont été prêtés au gouvernement américain. Donc pour un yield de 4,2% annualisé. Donc c'est-à-dire qu'on a tokenisé d'une certaine manière les obligations et l'argent qu'on prête aux Américains pour percevoir un yield que les États-Unis nous payent. Et puis, un autre sujet aussi, ou en tout cas un autre chiffre qui est assez impressionnant, c'est que les assets tokenisés, donc des actifs du monde réel ou des passifs qui sont tokenisés et qui arrivent entre les mains d'investisseurs crypto potentiellement, ça représente un marché de 16 000 milliards de dollars en 2030 selon Binance. Donc c'est Oh, absolument oh, oh. gigantesque. Ouais. Alors, je te laisse peut-être nuancer le propos, mais voilà, il y a pas mal d'acteurs qui commencent à s'emparer du sujet. Je pense à MakerDAO, je pense à Ondo Finance, je pense à Swarm, je pense à Maple, je pense à Realty, etc. Est-ce que tu peux peut-être compléter sur l'effervescence qu'il peut y avoir autour de ce sujet-là, de cette narrative-là, et peut-être faire comprendre à quel point elle est sous-estimée ou déjà estimée aux gens qui nous regardent? Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Ouais, c'est super intéressant. Merci pour les chiffres, ça me permet de replacer un peu le contexte du sujet. Faut pas oublier que, et ça, enfin, je sais pas si tu t'en rappelles, alors ça on l'a pas en vidéo ou quoi, mais c'est vraiment des discussions qu'on a déjà eu 100 fois ensemble quand on allait à des events ensemble. On se disait tout le temps, la crypto toute seule pourra pas s'en sortir. C'est-à-dire que la crypto, il faut qu'elle aille chercher des fonds ailleurs, qu'elle aille chercher des fonds dans l'immobilier, dans la finance traditionnelle. Et c'est quand d'autres secteurs vont s'en emparer, c'est là où ça va devenir grand public. C'est-à-dire que d'un coup, tu vois, il n'y a pas 7 milliards de personnes qui vont se dire,
En fait, la crypto, c'est révolutionnaire. J'ai besoin d'un système bancaire décentralisé. J'ai besoin d'une monnaie décentralisée. J'ai besoin d'assets décentralisés. En fait, il faut le Sauf rentrer si dans t'as une les crise usages. économique qui est gigantesque. Là, on parle de avoir une adoption qui est progressive par Ouais, plusieurs use cases. Après, je pense qu'il y a évidemment le cas où, genre, c'est vraiment la méga merde et d'un coup, il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Mais je pense qu'on n'y est pas, quoi. Et que, en tout cas, parier sur ce scénario-là, c'est parier sur une faible probabilité que ce scénario arrive, quoi. bien sûr. Et en fait, il faut les les gens pour qu'ils aient envie de l'utiliser, il faut leur proposer des use cases, des cas d'usage de la crypto, de la blockchain qui va les intéresser. Donc ça, c'est le premier point sur comment est-ce que c'est en train de grandir. Le second point, c'est comment ça grandit. Alors là, c'est super intéressant parce que il y a, en fait, il y a toujours des pessimistes et des optimistes et il faut parler de la fourchette plutôt que d'un chiffre. Le chiffre de 16 milliards, il est assez marrant parce qu'il est repris par tout le monde. Disons que 16 000 milliards, je crois. 16 16 000 trillions, en milliards, tout donc cas. 16 trillions, ouais. Disons que les 16 trillions, ce soit l'option la plus positive, l'option la plus négative dans ce qui est présenté. Alors, les 16 000 trillions, c'est BCG qui dit ça. La plus mauvaise, je me souviens plus qui l'a dit, mais c'est autour de 5-6. Ok. Je sais pas si j'imagine, mais la fourchette, en fait, les gens, tout le monde s'accorde à dire, mais que ce C'est du soit simple au triple. euh, Barclays, City, n'importe qui, tout le monde dit, on sait pas si ce sera une petite révolution ou une méga révolution, mais on sait que dans moins de 10 ans, parce que c'est d'ici à 2030, dans moins de 10 ans, par contre, on sait qu'il y aura une révolution. Ils disent, on sait pas chez qui elle sera, si elle sera chez les bonds, donc dans les banques, sur les titres financiers traditionnels, sur l'immobilier ou sur du stablecoin, enfin de la monnaie tokenisée, mais on sait qu'il y aura une révolution. Et moi, je trouve ça assez fort de dire, même les pessimistes disent, bon, on sait que c'est en train d'arriver, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Et c'est assez, c'est assez puissant comme narrative. Alors, en plus, en ce moment, vu que, vu que pas mal de grands groupes s'y intéressent, tu vois, KPMG, McKinsey, toutes ces boîtes-là, elles vivent en faisant des conseils pour ces grands groupes, donc elles ont tout à gagner à faire des études en veux-tu, en voilà, pour aller, pour montrer qu'elles se connaissent, qu'elles s'y connaissent bien sur ce secteur-là. Ce qui est en train de se passer en termes d'adoption et pourquoi on va aller sur 16 trillions, sur 16 000 milliards. Et ce qu'il faut bien en tête, c'est qu'on parle d'actifs tokenisés. Hein. On parle pas de valeurs qui sortent de nulle part. On parle d'actifs qui existent déjà, mais qui Ouais, seront c'est pas de tokenisés. l'argent qui est investi dans les cryptos à proprement parler. C'est au final des actifs dont leur valeur est d'une certaine manière tokenisée et qui est donc accessible à des personnes qui sont dans l'écosystème crypto. Ou même en dehors, hein, Exactement. parce qu'on pourrait très bien avoir des applications mobiles où tu peux acheter 5% d'un bien et puis au final tu te rends compte que bah, ce que tu as acheté c'est tokenisé mais tu le sais même pas en fait. Ouais. Ouais. Et en fait, à la fin, ce sera sûrement le but du jeu. Et il y a pas mal d'acteurs qui vont se tourner vers des solutions. Nous, par exemple, chez Tokenland, on a deux offres. Hein. On a une offre pour les crypto boys où les gars, il faut qu'ils aient un MetaMask apparent, etc. Et on en a une autre où tu te connectes en identifiant mot de passe. Hein. Donc nous, ça nous fait Ouais. mal au cœur en tant que Il faut parler aux deux. investisseurs et believer de la blockchain, mais au fond, faut manger quoi. Donc Bah, les j'ai du mal à voir des agences immobilières avoir des MetaMask. Quoi. Enfin, c'est compliqué de l'ambitionner quand tu vois que, bah, en fait, il y a aussi un conflit entre différentes générations. Quoi qu'on en dise, au final, les cryptos, c'est adopté quand même par une population qui est assez large et par plusieurs générations. Mais quand tu parles à des générations et des personnes qui ont 60 ans, 50, 60, 70 ans, c'est compliqué de leur faire installer un MetaMask. Il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire que ces personnes-là, j'exagère et je pousse le truc jusqu'au bout, mais il y a certaines de ces personnes-là qui veulent pas toucher un iPad ou qui galèrent à lire des mails ou même qui galèrent à utiliser leur iPhone. Qu'est-ce que tu veux leur faire installer un MetaMask, quoi, tu vois? Ouais. Donc, Bah, moi, je m'intéresse beaucoup aussi de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire que là, on parle du retail, c'est super compliqué, mais aussi de l'autre côté, tu vois, je prends tu prends n'importe quelle boîte d'IMO traditionnelle, un Nexity, un ICAD, un Clépierre, tu vas pas non plus leur faire installer un MetaMask. C'est-à-dire que c'est pas des projets crypto qui peuvent avoir, je sais pas, 50 millions de trésoreries en multisig. C'est une aberration pour eux. Donc eux, ils ont besoin d'avoir des custodies réelles qui et
en fait, qui sont une nouvelle forme de tiers de confiance. Hein. C'est-à-dire que tu pourrais leur dire, Ouais. bah, il vous faut un MetaMask, sauf qu'aujourd'hui, eux, ils préfèrent aller voir un PSAN de type une banque traditionnelle. Donc, tu vois, je pense par exemple à CACEIS, à BNP, à Société Générale, qui peuvent faire de la custody et ils vont voir ces banques-là et ils disent, est-ce que vous pouvez faire la custody pour nous? Et Et puis c'est une dinguerie, il y a un recours légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils font de la merde avec leur MetaMask, ils vont pas la dire à MetaMask, rendez-moi mes sous. Alors que s'il y a un problème avec la BNP Paribas, ce que je pense que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi l'effet il y a un recours légal, ces gens nous doivent quelque chose, si on doit aller devant la justice, etc. On a un scénario où on récupère nos sous, là où on l'a pas si on passe directement en gérant nous-mêmes notre custody, quoi. bon, en tout cas, vraiment pressé que ça arrive. Désolé pour celui à qui ça arrivera, mais pressé que ça arrive, j'ai envie de voir ce que ça va donner d'un point de vue juridique, légal. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas encore de précédent en France sur ce sujet-là, et ça va être super intéressant. Sur Si les on peut banques, éviter tu un vois, deuxième FTX, je suis preneur quand même, hein. ouais, oh là là, mec. Sur les banques, il se passe un truc assez intéressant, c'est que c'est toujours aussi compliqué d'avoir une banque quand tu as un projet crypto en France. C'est toujours aussi compliqué d'avoir un compte Stripe quand tu as un projet crypto en France. Même nous, en tant que Ouais, mais on Token s'est fait Land, fermer bah, le compte Stripe Coin Academy au moment où on faisait notre conférence crypto. Et puis après, on a envoyé un petit message et on fait ah désolé, ils ont reçu un petit message, un compte certifié. Et du coup, en fait, quand t'as un compte certifié, que t'envoies un message à quelqu'un, t'as la notification automatiquement. C'était à l'époque où tout le monde n'avait pas encore la certif. Et je pense que ça nous a aidés, etc. Mais je pense que si on était un petit acteur, on n'avait pas de réponse et on se faisait juste fermer notre compte et voilà, c'était comme ça, quoi. nous, on sort de la bagarre pour notre événement du 10 novembre aussi. Pareil, donc événement lié à l'immobilier tokenisé. On nous a coupé le flux vers notre compte en banque sans trop nous demander sans trop nous donner des explications. Là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tu as les banques qui s'intéressent à ce sujet-là. Donc, tu vois, par exemple, Société Générale, ils ont fait des bonds, ils ont mis des bonds immobiliers en collatéral. Enfin, tu vois, ils ont vraiment avancé sur ce sujet-là. En parallèle, tu vas à ta SG en bas de chez toi, tu commences de leur parler de crypto, c'est toujours aussi compliqué. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un point de vue corporate, c'est en fait ce que je dis avec les banques maintenant, c'est exactement ce qui se passait avec les acteurs immobiliers. Enfin, ce qui se passe avec les acteurs immobiliers, c'est que les professionnels se rendent compte de la puissance de la DeFi, de la puissance de ce que tu peux faire avec un token qui est composable. Donc pour que tes auditeurs l'aient, la composabilité du token, c'est vraiment ce qui fait sa puissance, c'est-à-dire que c'est la capacité pour un acteur B d'aller utiliser un token sans demander la permission à celui qui l'a émis. Donc un acteur A émet un token, l'acteur B va pouvoir tu vas pouvoir aller l'échanger sur une plateforme, tu vas aller pouvoir le mettre en collatéral, tu vas pouvoir créer un produit structuré, tout ça sans avoir à demander la permission à l'émetteur. Ça, c'est assez puissant dans la banque, c'est assez puissant dans l'immobilier. En parallèle, ils bossent beaucoup sur les sujets de monnaie numérique. Et en fait, avec tout ça, il y a quand même un truc qui est en train de se passer, c'est que quand tu as autant d'acteurs aussi importants qui s'intéressent à un sujet qui est le sujet blockchain, forcément, ça lui donne une ampleur qui est bien différente. Aujourd'hui, il y a des gars qui parlaient de crypto avant, qui commencent d'être pris très au sérieux par des acteurs bancaires, aujourd'hui, des makers DAO, tu vas dans un COMEX de banque, je C'est une pense qu'il y a au question de moins sous un ou deux aussi, gars. hein. Non, mais je pense qu'il y a au moins un ou deux Quand tu gars qui commences à savent. peser, tu vois, quand tu commences à avoir plusieurs milliards sous gestion ou ton protocole qui gère des milliards et des milliards, je pense que là, d'un coup, oh, il y a de l'argent, on se réveille, les gars, on va peut-être lui donner le droit à la parole et peut-être l'écouter, puis peut-être on aura un moyen de faire de l'argent en lui parlant, donc on va peut-être lui parler quand même. Alors que le Pecno là-bas qui a 30 000 balles en Bitcoin, qu'est-ce que j'en ai à foutre aussi? Je pense qu'il y a aussi ça qui rentre en C'est jeu, vraiment quoi. le sujet. C'est vraiment le sujet de faire de l'argent. Il y a le sujet de faire de l'argent sur les autres et il y a le sujet économiser de l'argent également. On a on a une super boîte en France qui s'appelle Cryptown qui fait de la tokenisation d'equity et qui bosse beaucoup avec les banques. Qui est là depuis Eux, longtemps, hein. ouais, ils sont très forts. Je crois que ça fait 5 ans qu'ils sont là. Le gars qui gère ça, il s'appelle Marc, il est vraiment brillant et il bosse avec pas mal de banques. Et tu vois, c'est intéressant de voir que lui, il a fait pas mal d'études dans les banques pour se dire bon, c'est quoi les économies si demain je faisais mes transferts en token. Et alors, j'ai plus les chiffres en tête, donc je me risquerais pas à vous dire des bêtises, mais il y avait vraiment des économies substantielles qui pouvaient être faites
grâce à la blockchain, en n'utilisant pas la blockchain comme un truc sympa, cool, qui va permettre d'aller chercher le retail, mais en utilisant la blockchain comme une infrastructure. Et je sais pas si Ouais, tu un te moyen souviens, mais technique. voilà, exactement. Et à l'époque, moi, j'étais vraiment un gros fanboy de Jarvis, avec qui j'avais bossé même à Ouais. l'époque. Et en fait, j'étais un fanboy de Jarvis, et je suis toujours avec Pascal, que j'ai rencontré dans la vraie vie depuis, qui est encore plus ouf dans la vraie vie que sur Twitter. Et, euh, et en fait, le gars, ce que j'avais adoré, c'est qu'il dit, nous, on n'est pas là pour la fame, nous, on est là pour créer une infrastructure de marché on-chain. Et en fait, il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de se lancer là-dedans. C'est un modèle qui plaît aussi beaucoup aux VC. C'est-à-dire que les VC, à chaque fois, ils disent, nous, on fait un game infra parce que on sait même pas s'il y a on sait même pas s'il y a un marché du retail crypto. Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, alors que nous, on est à fond dedans. Mais eux, en tout cas, c'est un peu les discours qu'ils ont, tandis que des discours d'infra, ça, on est tous à peu près sûrs que sur des sujets B2B infrastructure, la blockchain, elle aura un coup à jouer assez important. Puis je pense que le sujet aussi, c'est que en tant que VC, parfois tu préfères bet et donc mettre de l'argent sur l'infrastructure parce que tu sais pas quels assets sur l'infrastructure réussiront à performer. Et donc en gros, tu t'essayes de parier sur la performance globale de tous ces assets sur cette infrastructure. Et donc en vrai, c'est un peu enfin, tu vois, c'est un peu comme ce qu'on a vu au précédent cycle. On a vu par exemple, Ethereum c'est largement apprécié. Solana, c'est largement apprécié. On a vu quelques projets dessus briller, mais ils ont jamais autant brillé que le Layer One, tu vois. Donc au Ouais. final, je pense que les gens le conçoivent aussi et le voient aussi comme Aptos, ça lorsqu'ils veulent investir. Ouais. Je voulais Aptos, peut-être juste Multiverse. revenir vite fait sur les bases, parce qu'on n'a pas évoqué les bases. Donc juste, comment toi tu définis les reward assets? Qu'est-ce que c'est? Et quels est leurs avantages et leurs inconvénients à tes yeux? Les real world assets, c'est assez simple. C'est l'action de représenter sur la blockchain des assets du monde réel. Alors, quand on dit des assets du monde réel, ça peut être quoi? Ça peut être de la dette avec des obligations. Ça peut être, en fait, ça peut être tout type de titres financiers, donc les actions d'une entreprise. Ça peut être, alors il y en a beaucoup, je suis pas fan, on en reparlera peut-être, mais ça peut être des crédits carbone. Ça peut être de l'immobilier. Ça peut être de l'or. Ça peut être, je sais pas, de la monnaie. Même les stablecoins, c'est N'importe du quoi real de world. tangible, quoi. Voilà, tout ce qui existe dans le monde réel, tu peux le représenter sur la blockchain. Et moi, j'aime bien déconstruire de choses. Il y a plein de monde qui essaie de te faire croire que les real world assets, c'est super compliqué. En fait, pour représenter un bien du monde réel sur la blockchain, c'est assez simple, c'est contractuel. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux représenter les actions d'une société sur la blockchain, t'écris dans les statuts de la société, les actions de cette société sont représentées par X jetons sur X blockchain. Alors, C'est ce qu'on fait évidemment, dans Pèlerin. voilà, par exemple. Et puis, il y a plein de boîtes. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que il y a une différence significative entre l'écosystème traditionnel et l'écosystème des real world assets. Et je pense qu'il faudrait vraiment tracer une ligne dans la tête des gens, dans la tête des gens qui nous écoutent. Il faut vraiment tracer une ligne très importante parce que l'écosystème des crypto-monnaies, il est en train de se faire réguler difficilement aux US. Ça avance pas mal en Europe, assez rapidement en Asie. Euh, et à côté de ça, sur les real world assets, il faut pas oublier que la régulation, elle existe déjà. En fait, la blockchain dans ce monde-là, c'est juste une surcouche technique qui va permettre de fluidifier, de faciliter et de sécuriser un certain nombre de choses. Et quand je dis de choses, en fait, c'est surtout les transactions, hein. Et en fait, il faut pas oublier que aujourd'hui, quand on fait du real world assets, le sous-jacent, c'est celui qui va être la référence pour les autorités fiscales, pour les autorités légales. Je prends un exemple tout con. Si tu as une obligation basée sur de l'immobilier qui est enfermée dans un token, la France, elle a une position assez simple là-dessus. Elle dit, si demain vous avez des obligations immobilières dans un token et que vous les échangez sur la blockchain, elles sont considérées comme des obligations immobilières. Alors que si tu as une crypto-monnaie qui va te permettre, je sais pas, d'avoir n'importe quel projet de crypto traditionnel, si tu te l'échanges, c'est un crypto actif, donc tu as tes 30% à la sortie, t'as pas besoin de déclarer tes échanges, et en gros, tu es considéré par Mika, les boîtes doivent avoir le PSAN, etc. Faut vraiment garder en tête que demain, si tu veux faire du real world asset en France, t'as pas besoin d'aller chercher un PSAN. T'as pas obligatoirement besoin d'aller chercher un PSAN. Il y a plein de raisons qui fait que tu vas aller le chercher. Mais sur le fond du sujet, tu seras une boîte qui émet des obligations immobilières. Tu seras pas une boîte crypto.
Et il faut vraiment garder ce sujet-là en tête. Et c'est important de garder ce point de surcouche technologique parce que ça veut dire que d'un point de vue fiscal, ça t'enlève aucune pression fiscale, ça t'enlève aucune pression juridique. C'est-à-dire que si tu fais, si t'émets plus de 8 millions Si tu fais les d'obligations dingueries, t'auras des problèmes. ouais, mais, Les ouais, mêmes mais le truc, problèmes que si habituellement. tu faisais si tu faisais des dingueries en crypto, tu pouvais t'en sortir parce que la dinguerie, elle n'était pas identifiée avant. C'est-à-dire que, tu vois, les gens, ils savaient pas trop Oh, c'est comment des te jetons punir. magiques. Ouais, les gens, ils savaient pas trop comment te punir, tu vois. C'est de l'argent magique. En gros, t'as dumpé sur le retail. On connaissait en finance traditionnelle, mais c'était quand même un peu nouveau. Là, si tu déconnes en tant que, alors moi, je parle beaucoup côté, on parlera peut-être un peu plus retail après, mais je parle beaucoup côté émetteur de jetons, enfin projet euh, partie prenante de l'écosystème. Si tu déconnes, les problématiques, les temps de prison et les amendes, elles sont connues, quoi. Tu vois, c'est là en fait, tu fais de la finance traditionnelle, sauf que tu l'as fait grâce à la blockchain et tu la lies à la blockchain. Et c'est vraiment important de garder ça en tête, qu'on est sur un paradigme vraiment différent où là on revient sur des sujets un peu traditionnels. Et, euh, et d'ailleurs, ça me permet de souligner un point assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pleurer avec la thématique Real World Asset qui est en train d'émerger parce que en fait il y a deux DeFi qui vont émerger. Il y a la DeFi qu'on connaît, qu'on utilise, qu'on aime bien, qui va continuer de vivre, et puis il y a une DeFi que j'appelle la KYC DeFi. Alors les gens ils lui donnent plein de noms, mais moi je l'appelle la Ok, KYC DeFi. SBF. C'est ouais voilà c'est une DeFi où tu vas devoir être KYC parce que plein de considérations juridiques. En fait tu peux pas par exemple tu peux pas vendre des tokens immobiliers en ligne à des gens qui n'ont pas KYC, tu vois. Et si quelqu'un vous vend un token immobilier en ligne, vous n'avez pas besoin de KYC, c'est qu'il n'y a sûrement pas d'immobilier derrière, quoi. Parce que vous êtes en train de perdre de l'argent. Et en fait, c'est pour ça que la trend des RWA, elle est super intéressante. Moi, je l'adore, je suis trop content, c'est passionnant. Mais il faut bien se rendre compte que ça va à l'encontre de tout ce Ouais, dont faut on s'est oublier la battu. décentralisation à ce niveau-là, parce que, enfin, genre, la real world, enfin, les real world assets, c'est une narrative qui est bâtie quand même sur des éléments qui sont centralisés. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui dise, j'ai l'élément physique et je décide de le tokeniser. Donc ça dépend, enfin, en gros, tout dépend de qui est cet acteur qui justement détient l'actif physique. Comment il le garde, comment il le préserve, etc. Et donc t'as un point of failure centralisé, quoi. C'est pas la DeFi en mode la décentralisation c'est incroyable, personne n'a vraiment le pouvoir, il y a une gouvernance tokenisée. Là pour le coup c'est des entités centralisées, c'est des entreprises qui disent on a acheté ces biens là, on vous permet de toucher une partie du yield ou de nous aider à les acheter, mais au final tout reste sur la société et c'est vraiment le point of failure centralisé qu'on essaye d'éviter depuis un long moment. Donc au final certes, ça représente pas forcément les idéaux, les valeurs crypto, etc. Mais je trouve que ça a aussi un sens parce que ça facilite la vie des gens qui sont en dehors de la crypto et si on peut les faire tomber dans le rabbit hole, tant mieux. Et puis ça permet aussi aux gens qui sont dans la crypto, au final, de toucher à ces actifs-là. Alors que la plupart du temps, c'est un enfer interminable. C'est-à-dire que moi, si je veux acheter de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il faut que je vende mes cryptos, que je me fasse imposer dessus, que je trouve une banque qui accepte de recevoir mes fonds, qui accepte de me faire un prêt. Donc en fait, tu es obligé de passer du monde crypto au monde traditionnel, au monde bancaire. Et donc en fait, le fait d'avoir les reward assets et cette sorte de DeFi KYC comme tu t'expliques, c'est d'avoir une sorte de pont parfait qui t'évite tous ces points de friction en réalité. Ouais. Exactement. Je pense que tu as bien saisi le sujet. C'est vraiment une offre qui s'adresse à ceux qui veulent pas acheter de l'immobilier eux-mêmes. Tu vois, moi, j'ai aucun problème à dire que je suis pas propriétaire immobilier et la raison, elle est très simple, c'est par fainéantise. Parce que, en gros, pour avoir un 6-7% de rendement, ce qui est à peu près ce que tu as sur du locatif en France, en fait, faut compter ses heures. Alors oui, ok, tu as l'effet de levier. Donc, tu peux aller voir ta banque, tu as 20 000 euros et puis tu peux emprunter 150 000 en gros. 100 000. Maintenant, tu peux emprunter 40 000 avec 20 000, mais bon, disons qu'à une époque bénie, avec 20 000 euros, tu pouvais emprunter 150 000. Euh, à ce moment-là, tu fais quoi derrière? Bah, tu vas aller acheter ton bien, tu vas le retaper un peu, et puis vu que tu dois sauvegarder ton rendement, bah, tu vas pas le mettre dans une agence parce que l'agence, elle va prendre un petit pourcentage. Donc, Elle tu prend mets une pas dans bonne une partie de agence. ta marge. Ouais. Voilà. Donc, tu mets pas dans une agence. Donc, tu te retrouves là déjà pendant 3 semaines à aller faire des visites. Bon, alors si t'es dans le centre de Paris, c'est pas le cas, mais bon, tu te retrouves à faire des visites pendant 3 semaines, les gars qui sont intéressés, pas intéressés, etc.
Ensuite, t'as le gars, je sais pas, il a mis un coup dans le mur, il faut réparer le mur. Mais attends, tu vas pas appeler un artisan qui va te coûter je sais pas combien. Bah, le samedi après, voilà, au lieu d'aller faire du paddle sur le lac avec ta femme, tu te retrouves à aller réparer Ouais, un gérer mur ces d'un merdes. gars. Ouais, tu te retrouves à gérer des merdes. Et en fait, bah le gars il paye pas. Oh là là, et là tu te retrouves au tribunal et tout. Enfin, mais en fait, il y a tellement d'emmerdes dans l'immobilier. Il y a plein de gens qui te disent que c'est facile, mais en fait, non, c'est pas facile. T'as plein de trucs à gagner, c'est-à-dire que si t'as vraiment du temps, si t'as envie, si t'as un CDI, C'est faut facile avoir un quand CDI. t'es à temps plein dessus, en fait, limite, hein. Et Non, même encore si t'es, facile, c'est un grand mot, quoi. Mais, non, c'est facile si t'es passionné, si ça te fait envie. Mais si tu penses que l'immobilier c'est un revenu passif, non. Enfin, tu vois, tu te mets le doigt dans l'œil. Et du coup, moi j'adore. Il y a pas mal d'influx IMO que j'aime bien parce que il y en a que beaucoup je déteste. Mais en général, tu vois, ils essayent pas de faire croire que l'IMO c'est facile. Tu vois, ils te disent en fait, mec, tu vas devoir bosser si tu veux. L'immobilier c'est pas un revenu passif. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire que sur de l'immobilier fractionné. Alors oui, tes marges, enfin ton rendement, il est un peu plus bas, c'est-à-dire que aujourd'hui les rendements d'IMO, ils sont entre 4 et 7, tu vois. À 7, c'est vraiment le bout du monde si vous en trouvez à 7. Alors Realty, c'est un peu particulier parce que c'est un immobilier particulier à Détroit, etc. Mais disons que on veut faire un truc qu'on connaît bien, qui est près de chez nous. Donc on part sur un projet français qui achète des biens immobiliers en France. Les rendements, ils sont plutôt entre 4 et 7, ce qui est très bien. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, là, t'as plus besoin de t'occuper de quoi que ce soit. Tu peux acheter directement en sortant tes cryptos. Et là, tu vois, ça commence d'avoir un peu de puissance, quoi. Parce que ce que t'achètes, c'est de la tranquillité, c'est de la passivité. Et on arrive sur un modèle qui me paraît assez intéressant pour être attractif. mais au final, la question que je me pose et que je pense que pas mal de gens se posent, c'est est-ce qu'on a besoin de tokeniser pour fractionner? Parce que de ce que je comprends, au final, tu peux fractionner aussi de différentes manières. Donc, et quel est l'intérêt au final de tokeniser tout ça et de faire le point avec la crypto? Est-ce que on peut faire déjà ce qu'on fait en crypto de d'autres manières? Et du coup, quel est l'intérêt et l'avantage principal des cryptos et de cette tokenisation? Alors là, on est allé un peu. Désolé, j'ai un peu fait dériver sur l'immobilier, mais c'est vrai que le fractionnement, il est super intéressant dans l'immo et il existe et tu peux fractionner sur l'immobilier, hein. C'est-à-dire que tu dis, bon, bah, je vends des parts. En gros, en France, tu peux pas tokeniser de l'immobilier pur. Tu tokenises une C'est quoi? société. T'as une boîte, c'est ça. T'as Ouais, une t'as une boîte société. qui achète un bien et moi j'ai 10% de cette boîte, donc c'est comme si j'avais 10% du bien. En gros. Bah, alors ça, c'est le modèle Realty, c'est le modèle des actions. Ou alors, cette société, elle peut dire, moi, j'émets des obligations. Donc, en gros, tu me fais un prêt et moi, je te donne l'équivalent du loyer que je vais toucher. Je te le rends en prêt. Donc, en gros, toi, en tant que retail, tu fais un prêt à l'entreprise. Et donc, c'est le modèle d'obligation immobilière que nous, on est en train que nous, on pousse. Et que je trouve pas mal. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a des modèles de royalties, il y a des modèles de fiducie, il y a plein de modèles qui existent, mais euh, en tout cas aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est une société dans laquelle tu mets de l'IMO et et c'est cette société qui est tokenisée. Euh, et ça marche aussi avec des entreprises traditionnelles. Tu vois, Cité Gestion par exemple, ils avaient tokenisé leurs actions. Et il y a vraiment ce point-là qui me paraît assez intéressant de dire fractionnement n'est pas obligatoirement tokenisation, mais tous les acteurs du fractionnement pensent très fort à la tokenisation et même ils savent très Ça bien que fluidifie les échanges, quoi. J'ai pas dans les 10 ans, besoin ils vont. d'aller voir un avocat pour lui dire je veux te céder mes parts pour que tu aies une part plus importante de ce bien-là et en échange de ce montant-là. Au final, là, tu peux juste vendre des jetons et juste échange de wallet à wallet et il n'y a pas besoin de passer par tous ces intermédiaires centralisés, malgré le fait qu'il y a un point of failure, Ouais, évidemment. Mais t'as pas besoin enfin, tu fluidifies l'échange, en fait. C'est ça le principal ouais. avantage de ce que je comprends. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y a 10 000 avantages, il y a 10 000 cas d'usage duquel on pourrait parler. Pour moi, il y en a deux qui sont intéressants. Et une fois qu'on aura réglé ces deux-là en France, on pourra avancer. Et déjà, on aura fait beaucoup de bien au secteur. Le premier, et là, pour le coup, on parle pas que d'immobilier, hein, on parle vraiment de real world asset on-chain. Le premier, c'est le sujet de marché secondaire. Aujourd'hui, donc comme je te le disais tout à l'heure, tu es obligé de suivre les mêmes règles que dans le monde réel. Et des règles de marché secondaire du non-côté dans le monde réel, euh, C'est une dinguerie. c'est très, très compliqué.
peut avoir un certain nombre d'agréments qui coûtent très cher et dont certains qui sont distribués. Par exemple, l'agrément de plateforme multilatérale de négociation, il y en a 5 en Europe. Et ça te permettrait de pouvoir un peu échanger tout et n'importe quoi, n'importe comment. Tu vois, c'est l'agrément un peu ultime quand t'as ça. Tu peux devenir un exchange du security token sans que personne vienne mettre trop le nez chez toi. Euh, En fait, le premier sujet, c'est de créer cet exchange-là qui va permettre un exchange unifié, qui va permettre à tous les acteurs qui émettent des security tokens, donc que ce soit des security tokens immobiliers, que ce soit des security tokens de boîtes, que ce soit des security tokens dans lesquels il y a du credit, donc tu vois, c'est ce que fait Centrifuge, ce que fait Goldfinch, Maple, des trucs dans le genre. Et en fait, une fois qu'on aura un truc compliant en Europe, déjà, on n'aura pas créé de la liquidité, mais on aura créé les conditions d'une meilleure liquidité. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'immobilier. À partir du moment où tu as un marché secondaire, ton risque il descend forcément parce que en cas de crise immobilière, tu as une possibilité de sortir. Aujourd'hui, si tu achètes un bien immobilier tokenisé, si tu veux Tu sortir, restes bloqué. bah si tu veux sortir, faut que tu mettes un message sur Twitter en disant qui veut acheter mes tokens, quoi. Tu vois, faut Oui, que tu fasses toi-même la publication, quoi. Donc ouais, ça c'est le ouais. Non, mais premier même sujet. aujourd'hui, par rapport à l'immobilier, tout simplement, il y a des zones où je pense il y a des biens, enfin, il y a des zones où il y a moins de demande. Et c'est ça qui me fait un peu peur avec l'immobilier, c'est, ok, j'achète un bien, je paye les frais de notaire, je paye tout ça, je paye ma banque, voilà, là. Et puis après arrive le moment où je veux vendre. Donc déjà, si c'est quoi, si c'est une résidence secondaire, tu payes une plus-value, c'est ça? Et en Ouais. plus de ça, faut trouver un acheteur, c'est-à-dire que ça va prendre du temps, faut que lui il ait son crédit, faut que genre tout soit accepté légalement, etc. Au final, si tu veux vendre, t'en as toujours pour des mois, quoi. Ça peut pas se passer en semaines, quoi. Donc en fait, t'as un actif qui est illiquide à mort. Et donc t'essayes de le rendre plus liquide, je suppose, avec les jetons, quoi. Parce que moi, je me dis, si j'achète un bien et que je veux le revendre, j'en parlais avec un pote à moi qui a voulu vendre son bien. Quel enfer. Quel enfer. Surtout quand t'es pas dans le pays pour le vendre. Ça prend des mois, t'es obligé d'être là en personne pour certains trucs et tout. C'est compliqué de ce que j'ai compris. Alors moi, je suis pas un expert immobilier. C'est pour ça que justement, Ouais. je t'ai reçu Tu ici vois, pour avoir aussi cette vision-là, mais. là, on parle de l'immobilier, mais on peut parler aussi d'un certain nombre de titres financiers, d'un certain nombre de dettes. Où tu vois, il y a un truc en finance qui s'appelle le règlement livraison. Souvent, ça prend 3 jours. On-chain, ça prend 20 secondes en fait. Donc, le règlement livraison, c'est le moment entre lequel tu payes ton bien, enfin, tu payes ton titre et le moment dans lequel tu reçois. Euh, qui est opéré par des acteurs ultra régulés. Et ces acteurs ultra régulés, même eux, ils disent, on a fait des tests avec les blockchains, ça marche mieux, tu vois. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que le marché secondaire, c'est un point qui est super intéressant. Ça crée pas de la liquidité, mais ça crée des conditions de liquidité qui sont plus favorables. Ça, c'est important parce que créer de la liquidité, c'est-à-dire on créerait de l'argent magique, et ça, on laisse ça aux banques centrales. Le second point qui est assez intéressant, c'est celui de la collatéralisation. En fait, ça existait déjà avant. Ça s'appelait le nantissement. C'est-à-dire que toi, si tu as des assets, disons que tu as pour 20 000 euros d'obligation, tu peux aller voir ton banquier et lui dire j'aimerais le mettre en collatéral pour emprunter 10 000 euros. Ça, c'est possible en France. En gros, il faut aller voir ton banquier 2 fois, ça te coûte à peu près 300 euros. Il y a plein de trucs à signer. On te demande pourquoi tu veux faire ça. Enfin, vraiment, c'est lunaire. Alors que la collatéralisation, et je pense que tu es bien placé pour savoir, les gens qui te suivent, ils sont super bien placés pour le savoir, c'est le modèle qui marche le mieux sur la blockchain. C'est-à-dire que je suis sûr, il y a plein de gens, ils ont découvert ce que c'était une mise en collatérale avec la blockchain parce que c'est un cas d'usage qui marche super bien, il n'y a pas besoin de confiance, ça va vite, c'est efficace. Et en fait, la mise en collatéral des assets, ça, ça va être un cas d'usage qui sera super intéressant parce que à partir de demain, ça va te coûter 20 centimes, ça sera fait en 20 secondes et tu pourras le faire le dimanche matin. Et là, tu commences d'avoir un secteur Mais tu fais peur aux financier banquiers, hein. qui... Et Ouais, mais à non, tous parce les que les banquiers, ils intermédiaires. vont s'en saisir. Les banquiers, ils vont s'en saisir, et ils disent déjà qu'ils vont s'en saisir. Euh, Ça leur fait évidemment peur, mais tu vois, ils ont plutôt envie d'aller sur cet écosystème-là. Mais par contre, tu es en train de faire un gain d'efficacité dans le système financier qui est assez intéressant. Et c'est pour ça que, tu vois, la trend, elle est quand même assez, elle est profonde, elle est marquée, et il n'y aura pas de retour en arrière. Tu vois, on est tous à peu près sûr de. Enfin, ou alors, je vois pas d'où il vient, quoi. Pour peut-être compléter un petit peu, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'immobilier.
Ouais. Euh, quand je te parle de real world assets, ou en tout cas quand on parle, hors immobilier, à quoi tu penses? Quels sont les autres cas qui sont assez adoptés? Et comment aussi toi, personnellement, tu t'investirais, tu t'exposerais à cette narrative? Parce que euh, j'ai l'impression que c'est pas comme tous les autres secteurs de la crypto d'une certaine manière où tu peux t'exposer facilement à un projet parce qu'il a un jeton. Là, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a quand même beaucoup de protocoles ou de projets qui sont très utiles et qui n'ont pas de jetons. Voilà. Comment toi, tu t'exposerais aussi à ça? Donc, double question, désolé, mais Ouais, ouais, je vais on a faire plein de avec et sujets. non, c'est super lié, donc ça me va. Pour faire ça dans l'ordre. Pour moi, dans les real world assets, il y a un point qu'on va évacuer assez vite parce qu'il mériterait une vidéo à lui entière. Et il y a plein de meilleurs spécialistes que moi. C'est tout le point des stablecoins, tu vois, qui sont en soi parce que tu as des deposit tokens. Bon, bref. En tout cas, disons qu'ils sont dans la grande famille des real world assets, mais que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. De l'autre côté, t'as une autre forme de stablecoin qui sont l'or tokenisé. Tu vois, je mets un peu l'immobilier et l'or tokenisé un peu dans le même sac. Voilà, Métaux c'est précieux. ouais, voilà, métaux précieux, beaucoup d'or, tu vois, avec Pax Gold, Tether Gold et plein d'autres boîtes avec Gold à la fin. Ça, ça, je les mets un peu dans le même sac. Et bon, on a déjà parlé sur l'or, c'est les mêmes mécaniques, tu vois. Il faut qu'il y ait un gars qui garde l'or précieusement C'est pas et très excitant pour toi. ben, si, c'est super excitant parce que moi, j'ai un wallet et je vois que l'or a fait 10% sur les 3 dernières semaines. Donc, je suis content de pouvoir en acheter Toi, autrement tu qu'en l'achètes comment tapant. du coup? Bah, tu vas sur Pax Gold. En fait, tu l'achètes Ok, comme si tu achetais un token, quoi. Et je ok. suis content de pouvoir l'acheter comme ça plutôt que taper comment acheter de l'or sur Internet, quoi. Tu vois. Et j'ai pas envie d'avoir de l'or chez moi vu que je bouge beaucoup. Je peux pas me trimballer avec de l'or dans ma poche. Enfin, euh, après, tu as un autre secteur qui a beaucoup marché en France et là, je vais me faire des ennemis. Donc, c'est Toucan Protocol, Carbonable. Bon, Carbonable, c'est peut-être pas dedans, mais Toucan Protocol, Solid World et tout bazar. Tout ça, pour moi, c'est du scam. En fait, euh, le marché du crédit carbone, je pense que Marco Mouli, c'est un bon exemple de ce qu'est le marché du crédit carbone. C'est un marché de gens mauvais qui s'enrichissent. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est super shady. Pour toi, c'est un On marché essaye de parasite, mettre c'est ça que tu veux dire? Ouais, non, mais on essaye de mettre à disposition du grand public un truc qui peut être tradé que en entreprise, donc c'est forcément, il y a une asymétrie d'information qui est énorme. En gros, je vois pas comment tu peux sortir une belle boîte du marché du carbone, du crédit carbone, tu vois. Donc ça, je l'évacue, je regarde même pas. Et pour le coup, c'est pas un conseil, si ça vous intéresse, allez-y, mais moi, Ça, c'est ton ça biais m'intéresse pas. personnel. Je tiens à le mentionner. Ouais, Mais ouais, pour moi ouais. c'est super shady. Non, mais c'est pas un biais personnel quand même. C'est que au bout d'un moment, le crédit carbone, c'est un bien qui peut être échangé seulement en entreprise, entre entreprises. Donc à partir du moment où tu vas aller l'échanger avec du retail, forcément le retail il a pas autant d'informations que l'entreprise qui a acheté le crédit carbone. Ah, est-ce que après tu peux me dire la même chose pour Après, on l'immobilier, a mais déjà ce l'immobilier c'est quand même. problème-là avec les VC, hein. Dans la crypto, t'as des Non, VC qui ont énormément d'informations, des pôles research, etc. face à moi, non, mais face aux c'est mecs qui toujours. commencent à investir sur Bitcoin. C'est toujours pareil, et tu peux me mettre le même argument à la gueule sur l'immobilier. En revanche, sur l'immobilier, moi, je suis capable d'aller vérifier un certain nombre d'informations parce que t'as le cadastre, parce que t'as plein d'infos, t'as le notaire, t'as plein de trucs. Qui sont Sur le publics. carbone ouais, voilà, sur le carbone crédit, tu peux pas aller les vérifier. Donc, bon, c'est quand même un peu compliqué. Un autre acteur qui est super shady, mais pour le coup, sur lequel moi, j'y crois pas mal, c'est le sujet des equities. Donc, on parlait de Krypton, il y a Actionnaria en Suisse qui est pas mal aussi qui va te permettre d'aller investir dans des startups en crypto, en tout cas des actions tokenisées de startups. Sur le marché des actions tokenisées, je crois que Bitpanda en avait fait pas mal à une époque aussi. Enfin voilà, il y a un marché dans lequel je crois. Il y avait FTX Et aussi je qui avait pense que. essayé. Ah ouais? Ah, je l'avais pas en tête, mais bref, tu vois, mauvais exemple. Mais pour le coup, voilà, sur les startups, vu que tout le monde sait qu'investir dans les startups, c'est déjà méga risqué, moi, je veux bien accepter qu'il y ait des gars que ça excite de faire ça et qui se disent, ok, c'était déjà risqué avant, on va là-dedans. Là, la symétrie d'information, elle existait déjà. Enfin, tu vois. Après, t'as Mais un. après, c'est pas plus mal de te couper, mais c'est pas plus mal aussi pour des entreprises qui sont aussi déjà à côté. C'est-à-dire que, bon, après, tu peux aussi te poser la question de quel est l'intérêt de l'avoir tokenisé alors que tu peux, genre, toucher des dividendes, avoir un vrai titre en tant qu'actionnaire de la société, etc., en passant par le système tradi. Mais tu vois, moi, personnellement, qui n'ai pas trop envie de sortir de l'environnement crypto et de l'écosystème crypto,
le fait d'avoir, par exemple, le S&P tokenisé ou Ouais, Amazon tokenisé, ouais, c'est bien ça. moi, ça me fait kiffer. Parce que t'as pas forcément tous les avantages d'être actionnaire de cette entreprise ou tous les dividendes, enfin, même si je pense que c'est possible d'ailleurs d'en donner pour même les actions tokenisées. Mais t'as cette facilité d'échange qui fait que bah, c'est incroyable. Alors que aujourd'hui, maintenant, tu veux t'exposer à la TradFi via les cryptos, c'est compliqué, tu vois. Est-ce que tu peux Ouais. acheter du S&P? Est-ce que tu peux acheter du Amazon? Est-ce que tu peux acheter du Microsoft? C'est toujours ça, cette question. C'est toujours cette question de chez qui je vais me KYC, quels frais je vais payer, etc. quand t'es un pro crypto. Alors là, on parle entre pro crypto, hein, mais voilà. Ouais. C'est un vrai sujet, mais en tout cas, voilà, je trouve que sur le fond, c'est intéressant, ça va intéresser plein de gens comme toi. Bon, il y avait déjà plein de problèmes, donc je vois plutôt ça d'un bon oeil. Là, on arrive enfin au sujet marrant, parce que toi, en tant que trader, c'est les tokens que tu trades, c'est tous toutes les boîtes Bon du trésor de américain? crédit, ouais, de credit loan. Ouais, alors tu as le bon du trésor américain que je mets un peu dans le real estate et or, tu vois, donc donc tu Hmm. vois, Ondo Finance, ce genre de choses. Euh, ouais, c'est vrai que tu as le sujet un peu trésorerie. Donc tu as Ondo Finance, tu as toutes les grandes banques américaines qui sont en train de tokeniser soit des money market funds, soit en train de tokeniser des parts de leurs fonds. Genre, je pense à KKR qui a tokenisé une part de son fonds ELF à 4 milliards. Euh, je pense à Franklin Templeton. Enfin voilà, il y a pas mal de sujets et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et c'est assez une dinguerie. Après, on rentrera dans le private credit, mais euh, on a beaucoup parlé de BlackRock ces dernières semaines parce que Bitcoin, etc. Nous, dans le monde de la tokenisation, on parle beaucoup de BlackRock depuis des mois parce que tu as Larry Fink qui nous tease en disant la tokenisation, c'est l'avenir de la finance. Faut bien garder en On a tête dit qu'il blockchain, y a c'est deux. le futur. Ouais, voilà. Donc on suppose qu'il va y avoir un moment une mise en action d'un petit peu de ses propos, quoi. À part si c'est juste pour faire hype son ETF, hype les coins qu'il a acheté avant d'avoir un ETF approuvé. En fait, j'ai du mal à lire entre les lignes dans tout ce qu'il nous dit aussi. Et en fait, le gars, il y a un an, il avait dit cette phrase, tokenization is future of finance. Et cette année, là, il y a 2 semaines maintenant, je crois, ils ont fait leur première tokenisation. Alors, c'est avec Barclays, mais sur la plateforme de JP Morgan, avec la banque américaine Barclays, ils ont fait leur première tokenisation. Donc, en gros, ils ont tokenisé un money market fund chez eux et ils l'ont mis en collatéral. Et en fait, ça veut en dire beaucoup. Ça dit aussi, tu vois, l'intérêt des grands acteurs financiers. BlackRock, c'est 10 000 milliards sous gestion, hein, pour te donner un ordre d'idée du bail. Euh, ça Pour dit ses aussi, clients. voilà. Hein? Ouais, ouais, bien sûr, mais sous gestion. Donc c'est quand même énorme. Et donc ça dit quand même l'intérêt il y a tous ces gens. Donc là, on a vraiment parlé de tous les sujets. On va pouvoir rentrer dans ce qui nous intéresse, qui est le credit lending. Donc c'est vraiment c'est quand on parle à RWA, c'est vraiment ce truc-là qui est à la mode. C'est ce truc-là qui est en train de péter sur Twitter. C'est Maple, Goldfinch, Centrifuge, qui sont en fait des boîtes de credit lending. Qu'est-ce que c'est credit lending? En gros, ils vont voir des entreprises. Alors moi, je connais bien Centrifuge parce que c'est les premiers. Les gars, ils ont fait exploser mon cerveau en fait qu'ils sont arrivés. Tu vois, c'est les premiers que j'ai trouvé complètement dingues. Et donc les gars, ils allaient voir des gros promoteurs immobiliers. Ils leur disaient bon, vous avez besoin de combien? Vous avez besoin de 500 millions. Bah venez sur. Alors bon, c'est pas 500, c'est plutôt 50 à l'époque. Vous avez besoin de 50 millions. Bah venez sur notre plateforme. Nous, on va vous trouver des gars qui on-chain vont vous prêter 50 millions. Donc c'est du lending. C'est vraiment un cas d'usage qui est éprouvé de fou on-chain, tu vois. Et donc, ces boîtes de lending là, elles sont assez intéressantes parce que c'est ce, c'est de la dette, donc on tokenise de la dette, et c'est la dette, donc c'est ça qu'on appelle real world asset, c'est la dette qui est tokenisée, et c'est aujourd'hui le gros de ce qui est intéressant, on va dire, pour les déjeunes crypto, parce que ça marche bien. Je peux vous en donner plein d'autres. Il y a Credix, il y a Mais Clearpool, il y a en quoi Ribbon. c'est différent d'un curve, d'un maker, tu vois, concrètement peut-être pour que les gens arrivent à se projeter, parce que jusqu'à maintenant on avait quand même ça en DeFi qui marchait bien. En quoi un centrifuge est différent d'un curve ou d'un maker? Bon, en gros, un centrifuge, ce qui est tokenisé, c'est une obligation. Alors que si tu vas sur de la DeFi comme on les connaissait jusqu'à maintenant, tu, tu mettais un collatéral crypto et tu récupérais enfin, on était dans un cercle fermé crypto. Là, aujourd'hui,
tu vas travailler avec donc ce qu'ils appellent des institutional, alors je sais plus mais bon, en gros, tu vas bosser avec des Ouais. institutionnels qui vont mettre du collatéral, et toi, tu vas aller prêter de l'argent à ces boîtes-là qui ont mis du collatéral. Et donc, il y a une vraie différence dans l'équation, dans le sens où tu fais intervenir des assets du monde réel, du crédit du monde réel, au milieu du processus crypto. Et là, ça devient assez intéressant. Il y a un truc qui est, et je préfère le dire tout de suite, mais le token de centrifuge, je suis pas sûr qu'il soit très utile dans l'écosystème centrifuge, tu vois. J'ai pas C'est dit une qu'il bonne était utile. façon. Moi, juste graphiquement, j'ai vu le truc, il me parlait, j'ai in, je me Et suis c'est dit, pour il va y ça. avoir des apes qui vont juste acheter ce truc-là en jouant la narrative Real World Asset parce qu'ils n'auront pas fait leur recherche comme moi et qui veulent juste spéculer sur le truc. Mais en fait, justement, en ce moment, j'essaye de faire mes recherches sur tout ce qui est Real World Asset, etc. Et je profite justement de ces interviews aussi pour faire justement mes recherches avec toi, avec des invités quali. Mais ouais, c'est ça qui faisait écho aussi à ma deuxième question, c'est quel est le meilleur moyen de s'exposer à cette narrative-là? Parce que comme tu le Ouais. disais, pour le coup, est-ce que le token a un grand intérêt et est-ce que tous les projets successful ont un token aussi? Ouais. Franchement, c'est une question qui est méga intéressante, et j'attendais ce moment vu les SMS qu'on s'est envoyés il y a quelques semaines sur Centrifuge. J'attendais ce moment. Aujourd'hui, le token de Centrifuge, il est pas très utile parce que t'as pas besoin de beaucoup de décentralisation dans la gouvernance du protocole, tu vois. Donc c'est et ça viendra peut-être après. Et en fait, il y a plein de protocoles qui se sont lancés où c'était un token qui était un peu vide de sens et qui a trouvé son sens plus tard. Donc why not? Tu vois, je veux bien entendre que demain, pour profiter de cette hype-là, il y a un game qui n'est pas le mien, mais qui est plutôt un game de trader, où tu peux te dire, bah, je vais voir les protocoles sur lesquels il y a un bout de hype, les protocoles sur lesquels il y a des sous-jacents intéressants, et j'y reviens juste après. Et derrière, je vais bid sur leur jeton, qui est vraiment une méthode de trading où ce sera compliqué avant plusieurs mois, peut-être années, de trouver un token Real World Asset sur lequel faire du trading qui fait beaucoup de sens, tu vois. Ça veut dire que Ce la que je veux dire, plateforme c'est est... que c'est dur d'acheter des bagues avec conviction pour le cycle à venir pour jouer la narrative au final Real World Assets. Ouais, Pour toi, c'est plus exactement. des moves court terme qui sont potentiellement irrationnels vu le manque d'utilité des jetons. Ouais, parce que les jetons, en général, dans ces protocoles-là, ils ont pas d'intérêt. Et, euh, et pour le faire assez simple, aujourd'hui, le meilleur moyen de se placer sur ces projets-là, c'est vraiment de se placer sur leur offre de valeur qui est au cœur, et c'est-à-dire d'aller acheter les biens tokenisés, Utiliser donc le que ce produit, soit de quoi. l'or, voilà, utiliser le produit. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller utiliser le produit. Euh, c'est pas dégueu sur de l'immobilier d'aller chercher un 6% pour aller sécure des gains que tu as fait précédemment. C'est pas dégueu d'acheter de l'or. Et ça, je pense que il faut vraiment garder ça en tête. Aujourd'hui, c'est pour ça que la méta Real World Asset, elle m'impressionne un peu, parce que c'est tellement loin de ce qu'attend l'investisseur crypto de base. C'est-à-dire que, euh, en fait, ton bien tokenisé, C'est maintenant alors qu'on pensait que c'était donc plus ouais, longtemps. mais ton crédit tokenisé, ton bien tokenisé, il prendra jamais 1000% parce qu'il y a un asset dessous. Et l'asset en dessous, le sous-jacent que tu auras acheté, il va te rapporter 6%. Mais en fait, c'est de Donc la il est peu finance volatile. traditionnelle. Ouais, c'est Ouais, il ça. est peu volatile, c'est de la finance traditionnelle. Et donc, c'est assez intéressant parce que il faut avoir aussi des réflexes de finance traditionnelle. Et donc, ce que tu vas aller regarder, par exemple, si tu vas aller mettre de l'argent dans Centrifuge, c'est à qui est-ce qui prête de l'argent. Alors, je crois que c'est Maple, là, on me l'a envoyé, je crois que c'est Pierre Datka que tu avais reçu ici, non? Ouais, ouais. Pierre m'a envoyé ça, je sais plus lequel, à prêter de l'argent à une compagnie de robotaxi en Afrique. Ok. Les gars, prêtez pas de l'argent à une compagnie de robotaxi en Afrique, quoi. Et en fait, le sujet, il est Tu veux quand dire que même là. le risque de pas récupérer ses sous est élevé. Ah ouais, le risque de pas récupérer ses sous est méga élevé. Déjà, une Mais après, compagnie de je suppose qu'il y a robotaxi. que eux, ils mettent du collatéral aussi, tu vois, d'une certaine manière, pour qu'on leur prête de l'argent, qu'il y a pour qu'on ait une certaine assurance de pas juste donner notre argent et qu'on le revoit jamais. Il y a des mécanismes quand même qui sont mis en place pour que tu puisses pas demander 100 millions alors que toi, tu mets 1 million de collatéral, quoi. Ouais, mais c'est toujours pareil. En gros, tu peux emprunter.
Bon, il y a toujours un modèle où tu peux perdre de l'argent, hein, si t'investis dans des obligations. En fait, c'est toujours pareil. Si l'entreprise, elle meurt, ton argent, il est perdu. Si l'entreprise, elle survit, oui, t'arriveras à te refinancer, mais si l'entreprise, elle meurt, ton argent, il est perdu. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on a deux choses à estimer. On a à la fois la qualité technique et le fait que ces protocoles-là soient faits auditer. Donc, en gros, la Ouais. sécurité de ces protocoles-là, auquel on rajoute le risque des acteurs en soi qui se positionnent Ouais. pour faire des prêts et des emprunts, quoi. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. C'est exactement ce que tu viens de dire. Le meilleur moyen de juger ces protocoles de RWA, c'est d'abord de les juger en eux-mêmes sur la proposition de valeur qu'ils font, mais aussi de juger leurs partenaires. Et c'est là où, tu vois, la crypto, ça devient marrant parce on rentre dans une crypto du monde réel. C'est-à-dire que bah demain, ça vaut le coup d'aller rentrer dans les comptes de la boîte d'IMO qui a demandé des obligations, de rentrer dans les comptes de la boîte de robotaxi. Enfin, tu t'intéresses à des sujets du monde réel, tu vas prêter de l'argent à des gens du monde réel. Et c'est là où ça devient c'est là où ça devient assez intéressant et il y a un vrai il y a un vrai shift, je trouve, qui te rend l'écosystème bien différent que l'argent magique de stacking auquel on nous a habitués, quoi. Je vais donner quelques stats pour arriver à une question sous-jacente très rapidement. Du coup, de ce que j'ai vu, on a à peu près 600 millions de dollars qui sont prêtés au gouvernement américain, donc au trésor américain, via justement des bons qui sont tokenisés. On a à peu près la moitié de tous ces fonds qui sont prêtés via Franklin Templeton, puis ensuite Hondo à 25%, 26%, ensuite MatrixDoc, Maple, Bakkt, OpenEden. De ce que je voyais, MakersDAO a la moitié de ses revenus annuels qui proviennent des real world assets, donc ça, je trouve ça aussi assez intéressant. Et j'ai pu voir aussi qu'on était passé de 5000 token holders de real world assets à plus de 45 000 en l'espace de 2 ans. À partir de toutes ces stats et de tout ce que j'ai donné un petit peu, notamment les noms que j'ai cités, quels sont les acteurs qui pour toi font partie du crème de la crème dans lesquels tu as identifié un certain sérieux, une certaine qualité et que toi tu aurais envie de pousser à Dior directement dans mon audience en fait. Je Il y sais pas si a c'est français, vraiment mais je ouais, me non suis un mais peu bien sûr. perdu, mais Moi j'aime bien Backed Finance, Ondo, Centrifuge. C'est un petit groupe de boîtes qui sont en train de faire pas mal de bruit. Et sinon, je sais que c'est un peu conservateur et c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais moi je suis beaucoup les boîtes comme Securitize aux US qui vont convaincre des grandes banques traditionnelles d'aller tokeniser leurs fonds traditionnels. Et ça, moi j'adore. Donc allez bien regarder ce que fait Securitize. Eux, ils vont bosser avec KKR, ils vont bosser avec Franklin Templeton. Et c'est vraiment, je pense qu'il faut suivre ces acteurs-là qui arrivent à convaincre des gens de la finance traditionnelle qui vont gagner en efficacité. En tout cas, qu'ils ont un intérêt à aller chercher de l'argent on-chain. Et donc, plus il y aura d'offres sur la blockchain, plus il y aura de gars qui vont se dire, eh, mais je vais aller investir aussi sur la blockchain. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et moi, j'aime bien. Alors, j'ai été un gros supporter de Realty parce que Realty, je pense que sans Realty, j'ai pas la vie que j'ai aujourd'hui. Ils ont permis de repousser pas ils mal sont de. pionniers quoi, Ouais, voilà, d'une ils ont certaine repoussé pas manière. mal de sujets techniques. Tu vois, c'est comme EquiSafe à l'époque. C'est des boîtes qui ont permis de débroussailler. Et moi, aujourd'hui, ma concentration, elle est un peu différente. Moi, je suis un peu chauvin et je l'étais déjà. C'est marrant quand on faisait la crypto, alors que tout le monde déteste les projets français de crypto et tout. Moi, je suis plutôt chauvin. J'aime bien investir dans des gars que je peux croiser dans la rue et à qui on peut aller discuter et tout. Et j'aime beaucoup voilà les projets français. Moi, je soutiens beaucoup les projets de tokenisation immobilière français. On est un pays qui aime l'immobilier, on connaît bien la finance, on connaît bien l'immobilier, voilà, on est une nation d'ingénieurs et la régulation aujourd'hui, on pense qu'on a craqué les sujets. On a vraiment, enfin, vous vous rendez pas compte, mais en back-end, ce qui se passe, et c'est bien au-dessus de moi, mais on a des boîtes de fous furieux qui sont en train d'arriver.
sur des sujets de tokenisation, de pas forcément immobilière, mais de tokenisation d'assets. Aujourd'hui, c'est des sujets. En fait, j'aime bien sentir le sujet quand il commence d'y avoir des gars de Polytechnique qui drop out pour aller lancer des boîtes de tokenisation. Je me dis putain, il y a un truc qui se passe. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, moi j'aime bien être chauvin sur ces sujets-là. Et si j'avais un conseil, bah évidemment, allez jouer le play Centrifuge, Ondo, parce que c'est des innovateurs. En plus, chez Ondo, il y a plein de Français. Et en général, dans toutes ces boîtes-là, il y a beaucoup de Français. En Centrifuge, c'est des Allemands, mais J'ai contacté euh, Hondo. Peut-être que j'aurai une interview avec eux. J'ai contacté quelques personnes là-bas. Je crois, ouais, je crois que il y a j'ai des, croisé un Français sur LinkedIn, donc on croise les voilà. doigts. Euh, et ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais, je donnerais ce conseil-là. Allez sur des écosystèmes que vous pouvez toucher. Là, tu vois, je t'ai parlé d'OPCAP tout à l'heure. C'est un bien immobilier qui est à Lyon. J'avais vu là dans les commentaires sur Twitter qui disaient ah c'est à côté de chez moi, je vais aller voir. C'est pas mal parce que Realty, tu vois, il y avait une vraie communauté qui s'était créée qui disait ben nous c'est chiant Realty parce que quand on veut aller voir le bien en vrai, eh ben on est obligé d'envoyer quelqu'un qui va prendre des photos ou avoir un gars sur place et tout. Moi, je trouve ça assez bien de se dire qu'il y a des écosystèmes en France qui marchent bien. Et on est vraiment des innovateurs financiers. Donc, je suis sûr il y a des super belles boîtes. Il y a un centrifuge français qui va émerger dans les prochains mois. C'est sûr et certain. Ben écoute, je pense qu'on va se laisser sur ces mots. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Peut-être parler succinctement de l'événement que tu organises très prochainement aussi. Ouais, avec plaisir. Le 10 novembre prochain, à Paris, on organise le sommet de l'immobilier 3.0 qui réunit des entreprises d'abord de tokenisation immobilière, évidemment, mais aussi d'immobilier fractionné, de crowdfunding, de SCPI, parce qu'on a une conviction forte, c'est que toutes ces boîtes-là, en fait, elles vont finir par être tokenisées. Et on organise un événement avec d'un côté des grands spécialistes de l'immobilier et de l'autre des super acteurs de la blockchain. Alors il y aura Pablo Vera d'Angle Protocol, il y aura nos amis de Ternoa qui seront là, toutes les boîtes de tokenisation IMO françaises que vous connaissez seront là aussi. Et ça va être un super événement. On fait ça assez court, c'est une première édition, donc on va rester très humble. On fait ça de 14h30 à 18h30. Derrière, on se fait un petit cocktail pour pouvoir discuter de tout ça tous ensemble. Et il y a un écosystème en France qui existe. Je pense qu'on l'a prouvé avec Tokenland sur la dernière année. Et maintenant, on veut prouver que ces gens-là, ils ont aussi envie de se rencontrer. Enfin, voilà, qu'on peut créer une communauté qui n'est pas que des gars passionnés de ça en ligne, voilà, qu'on peut créer. Mais merci en tout cas pour la petite pub. Et j'espère qu'il y aura du monde. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, merci, merci d'avoir pris le temps de passer Avec plaisir. sur cette petite chaîne YouTube sur laquelle je commence à accumuler pas mal de gens très Ouais. talentueux qui parlent de sujets super divers sur lesquels j'apprends plein de trucs. Donc vraiment, merci pour ça. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis vous retrouverez directement en description et en commentaire épinglé toutes les informations sur Florian. Donc voilà. Passez une bonne soirée. On se retrouve très vite. C'était Picsou. C'était Flo. Tchuss. Ciao.